Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les clés de la réno. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une marque emblématique qu'on connaît tous, mais dont on voit très rarement les coulisses. Il s'agit de V33. Cette entreprise française, avec plus de 60 ans d'histoire, est spécialisée, tu le sais, dans la peinture et la protection du bois. La peinture, c'est une étape incontournable dans tout projet de rénovation. Même si elle arrive souvent en fin de chantier, elle peut être un peu stressante. Souvent, c'est une tâche qu'on ne délègue pas parce qu'elle reste accessible, même quand on n'est pas hyper bricoleur. Mais comme on a envie de bien faire, c'est la touche finale et du coup, ce serait dommage que ça tourne au cauchemar. Et donc, pour bien comprendre les enjeux, les choix à faire et comment la peinture peut devenir un vrai atout pour ton intérieur, durable, esthétique et qui te ressemble, j'ai eu la chance d'échanger avec Mathilde et Fanny qui travaillent chez V33 depuis de nombreuses années. Elles sont au plus près des produits, des utilisateurs, des tendances et dans cet épisode, elles partagent avec nous leur expertise, leurs conseils pratiques mais aussi leur engagement fort sur la qualité, l'innovation et le développement durable. On parle couleur, type de peinture, erreurs à éviter, application, mais aussi fabrication, matières premières, certification et impact environnemental. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour faire les meilleurs choix et avancer en confiance dans cette étape clé de ta rénovation. Cette conversation passionnante a été enregistrée au cœur du site V33 dans le Jura et elle se déroule en 2 épisodes. Celui que tu t'apprêtes à écouter et le suivant. Je suis sûre qu'ils vont changer ton regard sur la peinture et t'apporter plein d'idées concrètes pour ton projet. Alors, bonne écoute! Bonjour Mathilde, bonjour Fanny et bienvenue sur le podcast Les clés de la réno. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au cœur du site V33 à Domblanc dans le Jura, une entreprise française qu'on ne présente plus, avec plus de 60 ans d'histoire, une expertise solide dans l'univers de la peinture, de la protection du bois et de la décoration intérieure. Vous allez nous raconter tout ça. Et si j'ai souhaité venir jusqu'à vous pour enregistrer cet épisode, c'est parce que dans tout projet de rénovation, la peinture est évidemment une étape clé, même si c'est souvent la dernière, technique, esthétique, parfois un peu stressante, mais surtout ultra stratégique quand on veut créer un intérieur beau, durable et qui nous ressemble vraiment. Et qui mieux que vous deux pour en parler? Mathilde, tu es responsable de la marque V33 et Fanny, tu es responsable du service conseil et formation. Autrement dit, vous êtes toutes les deux au plus près des produits, des clients, des tendances et des vrais besoins terrain. Dans cet épisode, on va parler choix des couleurs, application, erreurs à éviter, mais aussi innovation, durabilité et accompagnement. Et vous allez, je n'en doute pas, nous partager des conseils concrets et éclairés pour que la peinture ne soit plus une corvée, mais une vraie valeur ajoutée dans un projet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous propose de commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui vous êtes et quel est votre rôle précisément chez V33 ? Bonjour, donc moi je suis Fanny, je suis la responsable du service conseil formation. Ça fait 18 ans que je travaille chez V33 et je suis à la tête d'un service de 6 personnes où nous gérons tous les appels,
les chats, les mails de nos consommateurs, de nos clients, d'artisans, de magasins, sur toutes les questions techniques qu'ils pourraient avoir sur la globalité de nos produits. Donc on les aide à, concrétiser leurs projets, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue déco. Ok. Bien. Bonjour, moi c'est Mathilde, je suis responsable marketing donc de la marque V33 et mon équipe et moi, on est une dizaine de personnes. On s'attache à développer les produits V33, les produits pour le bois mais aussi les peintures. Et pour ce faire, on étudie les consommateurs. En fait, ils le savent pas, mais on les regarde de très 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 près. Euh, Leurs besoins dans leur maison. Pour nous, c'est vraiment important d'être utile dans leur habitat pour qu'ils puissent l'embellir, le protéger, l'entretenir. Et donc, on regarde tous leurs besoins, toutes leurs problématiques pour derrière développer le produit le plus adapté. Très bien. Voilà. Et alors, V33, moi, effectivement, j'ai le souvenir d'avoir toujours vu V33. Enfin, en même temps, c'est normal, je pense que V33 est plus vieux que moi. Mais c'est vrai que c'est quand même une marque emblématique des magasins de bricolage et donc du domaine de la peinture et de la protection du bois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née l'aventure V33? Oui, c'est vrai que V33 est né en 1957, donc en fait V33 a déjà traversé 3 générations. Et en fait, tout a commencé par le génie d'une invention. Alors, en fait, on a cherché à développer une protection pour le parquet, donc le bois au sol, et on a trouvé une formule qui confère au parquet une dureté égale à 30% de la dureté du verre. Et à l'époque, c'était vraiment un exploit. Aujourd'hui, on est à plus de 90% bien sûr, mais à l'époque, c'était une révolution, notamment pour la ménagère Qui de la allait maison. entretenir son parquet. Voilà, et c'est beaucoup plus facile. En fait, à l'époque, les parquets étaient cirés ou bruts et le vitrif apporte voilà cette protection et cette facilité d'entretien incroyable. Et donc 33% de la dureté du verre, on a 33, on a le V de verre, donc V33. Et c'est le vitrificateur, le premier produit emblématique de la marque. D'accord. Donc effectivement, V33 est né dans l'univers du bois plus que de la peinture en fait. À la Oui, base. mais après on a très vite en fait été passionnés par améliorer le quotidien des gens dans leur maison et du bois à la peinture, il n'y a qu'un pas puisque en fait ce qui passionnait en fait nos entrepreneurs au départ, c'est le bois, le matériau. Donc après on le protège soit avec une finition transparente, soit avec de la peinture et de l'intérieur de la maison, on est parti à l'extérieur de la maison pour protéger, embellir ce bois. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le bois, il y avait aussi du métal, du béton. Et après, on est re-rentré dans la maison, effectivement, avec des peintures. Et aujourd'hui, finalement, avec V33, on peut tout faire. Intérieur, extérieur, du sol au plafond. Voilà. Ok. Et V33 est une entreprise familiale, il Oui. me semble. Tout à Tu fait. vas nous confirmer ça. Implantée dans le Jura. C'est des valeurs qui sont fortes, je crois, pour la marque. Qu'est-ce qui a forgé justement cette identité et ce savoir-faire? Alors, comme c'est une entreprise, oui, tu as dit, c'est une entreprise familiale et c'est vrai que, la force de caractère, l'exigence de la famille fondatrice, son audace également, mais aussi, son amour pour le bois, pour la couleur, pour tous les matériaux et surtout, pour, finalement la maison et les habitants. Voilà, on fait, déjà cette base et c'est aussi cette proximité avec les gens. Alors ça se ressent beaucoup, nous, ici, entre nous, entre collègues. C'est vrai qu'avec les consommateurs, un peu moins. On est un petit peu plus confidentiel et plus discret, même si la valeur proximité est une valeur emblématique de la marque V33. On a aussi forgé notre identité dans cette volonté d'améliorer le quotidien dans la maison, avec cette conviction profonde que agir rend heureux. Et finalement, quand on applique une peinture, voilà, on peut être fier du travail qu'on a fait soi-même, de le partager. Et il y a une vraie valorisation de la maison qui est une valeur refuge, mais aussi des personnes, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. D'accord. Et selon vous, quel est l'ADN de la marque aujourd'hui, après ces 60 ans
d'existence? Alors aujourd'hui, l'ADN de la marque, c'est à la fois un ancrage technique, parce qu'effectivement, l'entreprise aussi depuis ses 60 ans a eu une approche très scientifique. Et voilà, le poumon en fait de l'entreprise a été au départ le laboratoire, et après voilà, tout s'est développé sur cette base-là. Donc on a vraiment cet ADN technique, mais au fil du temps, effectivement, on a toujours eu à cœur, et nos dirigeants ont vraiment cet œil esthétique très fin, voilà, le beau bois, la belle couleur. Donc au fur et à mesure du temps, en fait, l'esthétique a toujours été présent, mais on l'a moins communiqué dans la marque. Et récemment, notamment en 2021, on a un tout petit peu changé le design de notre logo V33. On l'a ouvert, on a enlevé un petit filet qu'il y avait autour, et on a arrondi une petite partie pour voilà, venir exprimer quelque chose d'un petit peu plus émotionnel. Et en fait, moi, j'aime bien dire que la marque V33 est comme un funambule sur un fil, fondé sur son ADN technique, et se projette vers plus d'émotions pour la maison des habitants, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait vous distinguer alors du coup? Parce que c'est vrai que, il y a quand même énormément de concurrence dans l'univers de la peinture. Qu'est-ce qui fait votre, unicité par rapport aux autres et à l'univers très concurrentiel de la peinture? Alors du coup, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'effectivement, nous, tous les produits qu'on développe, ils partent vraiment de l'usage du consommateur. Là, pour la marque, on veut vraiment inventer utile. Donc c'est vrai que des fois, il y a des opportunités de business, et cetera. Mais bon, c'est surtout déjà en quoi ça va être utile pour les utilisateurs. Et puis derrière, c'est tout ce qu'on développe et tout ce qu'on va revendiquer sur nos packaging, c'est prouvé et validé par notre laboratoire. Et c'est vrai que des fois, on nous reproche de pas être assez publicitaire ou d'être trop humble, mais en fait, on veut vraiment essayer de dire ce que fait la peinture au plus proche, quoi, pour être juste. Voilà, ça c'est important. Ouais, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est la seule marque à proposer des produits pour l'intérieur et pour l'extérieur, pour le bois et de la peinture. Donc on sait tout faire du sol au plafond. On est la seule marque à pouvoir proposer ça. Et par ailleurs, en fait, tout est fait en France, fabriqué en France, pensé en France, designé en France. On n'a pas de, on n'a pas de fabrication en dehors de ce site de Don-Blanc, en Oui, fait. c'est même, pensé, conçu, marketé, Tout. fabriqué à Don-Blanc, au-delà d'être, Exactement. c'est Non, mais made in exactement. Jura, en Tout est fait. fait dans le Jura, tout à fait. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Ouais. Ouais. Et selon vous alors, c'est quoi une bonne peinture? Mmh. Alors là, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut en faire, de sur quoi on veut l'appliquer, de ce qu'on en attend, en fait. On va pas avoir le même besoin si on doit repeindre des volets que si on doit repeindre un plafond. Donc, une bonne peinture, c'est une peinture qui va correspondre à l'usage qu'on va en avoir. Je dis souvent, par exemple, une bonne peinture, une peinture intérieure, par exemple, qui est bien lessivable, bien couvrante, etc. C'est important pour des murs, mais pour un plafond, ce qui va surtout être important, c'est alors d'abord le couvrant, et la matité pour avoir des plafonds impeccables. Donc finalement, le côté lessivable sur un plafond, c'est un peu moins important. C'est là où il faut faire toute la nuance de qu'est-ce que j'attends et quel est le produit qui va être adapté à mon besoin. Il faut déjà bien cerner son attente pour avoir le produit adapté. Et nous, on dit, une bonne peinture, c'est une peinture qui satisfait le consommateur, en fait. Finalement, qui répond totalement à son projet, comme vient de À dire ses Fanny. besoins. Voilà. D'où l'intérêt d'aller étudier les besoins Exactement. des consommateurs, des applicateurs et de comprendre leurs attentes pour aller proposer un produit qui correspond vraiment. Et même comment Alors, ils vivent après dans leur maison. Voilà. C'est-à-dire, il y a le pendant, oui. on fait les travaux et puis après, on vit avec. Ok, très bien. Et alors, quelles sont les contraintes ou les défis majeurs dans la fabrication d'une peinture de qualité? Alors, en fait, je pense qu'il faut plutôt que de parler de fabrication, on parle de conception de la peinture. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vient de dire, concevoir une peinture, on conçoit pas la même peinture pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et là, c'est un vrai travail du labo. En fait,
nos défis majeurs, vont souvent être liés finalement aux contraintes extérieures, notamment la contrainte réglementaire. C'est-à-dire que pour faire une peinture de qualité qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse de l'habitant, qui soit pour autant facile à appliquer, durable, adhérente, c'est un vrai défi. Et s'adapter toujours aux produits qui sont petit à petit, aux matières premières qui sont petit à petit interdites ou réglementées, etc. C'est un vrai travail du quotidien du labo Mmh. pour élaborer tout ça. En gros, oui, la sélection des ingrédients par rapport aux contraintes que tu viens de citer, mais aussi par rapport à nous, tout ce qu'on va demander à notre laboratoire. On veut que la peinture, elle fasse ça, 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 qu'elle soit comme ci, comme ça. Bah, derrière, l'enjeu pour eux, c'est de sélectionner les bons ingrédients et ça, c'est vraiment, un savoir-faire spécifique. Voilà. Combien de temps ça prend à faire sortir un produit du labo? Ah, faut bien moi je dirais, il faut 18 mois, puis après sur l'extérieur, il faut un petit peu plus de temps parce qu'en fait, on fait tous les tests. Ouais. Alors c'est des tests un petit peu accélérés, où on les soumet, aux UV et à la pluie, dans des machines. Mais on fait aussi des tests, à échelle réelle. Donc des fois, on laisse des planches dehors pendant 2 ans et donc ça peut prendre, jusqu'à, des fois plusieurs années, pour, expérimenter des choses. Ah oui, Donc vous avez des on est planches qui sont oui, dehors oui, de oui. produits qui sont pas Oui, commercialisés. oui. Et on a alors une petite maison tout au fond du site qui est une pépite pour nous parce que, dans cette petite maison et ben, voilà, on peut essayer, plein de choses, plein de produits et on a récemment repeint un petit bout de la façade, par exemple, pour faire un tutoriel Mmh. et voilà donc c'est notre, terrain d'expérimentation. OK. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer donc c'est quoi les grandes étapes de fabrication d'une peinture? Alors, quand on fabrique une peinture, la la première étape, c'est ce qu'on appelle l'empâtage, c'est-à-dire mélanger toutes les poudres, donc des charges et du titane. Donc le titane, c'est un pigment blanc, avec le solvant. Donc en général de l'eau, mais ça peut aussi être du white spirit pour le white spirit. Et ensuite, cet empâtage, on va le mélanger aux résines, les résines étant le composant de la peinture qui va apporter ses qualités au produit, puis on va ajouter, des additifs. À la fin, on va pigmenter la peinture, on va apporter, la couleur et voilà comment on fabrique une peinture. Mais c'est fabriqué dans des proportions assez importantes. On a des empâteurs qui peuvent tenir 7 tonnes de peinture. Voilà. Donc, sachant qu'avec un empâtage, après on peut prélever, je sais pas moi, 1 tonne pour faire une couleur, une demi-tonne, pour faire, une autre couleur, et cetera. Voilà, L'empâtage, c'est un peu comme une base exactement, en et fait. après tu viens la La diluer. diluer avec, La résine. non, c'est pas forcément la diluer parce qu'on a déjà le Oui. solvant, donc l'eau dans notre empâtage, mais on vient mélanger cet empâtage avec l'élément principal qui est la résine. Ouais. Et ensuite on vient, rajouter tous les éléments, qui vont apporter. Mais on peut si on fait un blanc par exemple, on peut faire les 7 tonnes en blanc. Si on fait de la couleur, on va partager notre, batch entre les différentes couleurs. Voilà. OK, très bien. Et alors, est-ce que, justement, est-ce que vous utilisez des différentes résines et notamment, on parle beaucoup des résines, d'origine végétale, des résines un peu, biosourcées. En quoi ça change la formulation et la performance d'une peinture? Alors ça, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va changer un ingrédient dans une formule, tout le reste va être impacté. C'est-à-dire, je mets un certain dispersant. Donc le dispersant, c'est ce qui va permettre que les poudres se mélangent bien entre elles et se mélangent bien avec l'eau, par exemple. Mais avec une certaine résine, après la peinture, avec une résine biosourcée seule, la peinture, elle va être, comment dire, je sais pas, par exemple, elle va devenir très fluide. On va pas pouvoir l'utiliser. Donc ça implique de se dire bon, alors finalement avec cette résine-là, il faudra que j'utilise ce dispersant-là et faire plein de tests. Et de là, l'expérience de nos ingénieurs chimistes est hyper importante parce qu'ils savent que en mélangeant cet ingrédient avec celui-ci, je vais obtenir ce type de résultat-là. C'est pas ce que je veux.
pour obtenir le résultat que je veux, il faudrait que je rajoute ça en plus. Et c'est vraiment parfois changer un ingrédient dont il y a une cuillère à soupe dans la formule, et ben ça change toutes les qualités du produit. Donc c'est vraiment un job. C'est comme faire de la pâtisserie, quoi. Ah ouais, c'est ça. Bah, non, mais enfin, je fais pas de pâtisserie, je sais pourquoi. C'est parce qu'effectivement, faut être hyper précis et se dire, ben ça, attention, je peux pas mettre de sel avec du bicarbonate de soude, par exemple, D'accord. parce que sinon c'est trop salé. Et alors sur les résines végétales, nous, notre cahier des charges, c'est oui, on les utilise à condition qu'on ait des performances égales ou en tout cas des performances que l'on souhaite apporter aux consommateurs, quoi. C'est toujours, c'est notre priorité en fait, c'est d'abord que le produit réponde à ce pourquoi il est conçu et développé. Et si on arrive à le faire avec une résine végétale, avec tout le développement que ça engendre derrière, ben c'est un plus et on y va. Mais d'abord, il faut que la performance soit au rendez-vous. Ok. Oui, donc au labo, ils vont quand même tout mettre en œuvre éventuellement Oui, pour aller rechercher complètement. un produit à base de résine végétale Oui, et en fonction des contraintes, voir oui. où mettre les curseurs Et derrière performance, on entend la performance du produit, mais aussi son esthétique. Très important de ne pas dénaturer effectivement le résultat final qui est très important pour nous. Et aussi que le produit reste accessible. En fait, pour la marque V33, c'est vraiment important que le développement durable, c'est l'affaire de tous au quotidien. C'est pas que l'affaire en fait des personnes qui ont plus les moyens. Donc voilà, nous, on travaille pour ça. En tout cas, si au bout du compte, vous ne pouviez plus faire que des peintures ultra chères et que le consommateur, du coup, allait à la concurrence pour acheter de la peinture minérale, ce serait quand même fort dommage pour la planète. C'est surtout que nous, la marque V33, elle se veut vraiment s'adresser à tous. Et donc, on veut vraiment rendre, en fait, des produits possibles. On veut vraiment... Avec V33, c'est rendre possible, en fait, aussi le projet de rénovation de la maison. Et donc, ça comprend plusieurs paramètres. Mais c'est vrai qu'avant de parler des résines, on aurait pu aussi parler des types de peinture, qui est souvent la première question qu'on se pose en fait quand on cherche une peinture. C'est quoi la différence entre une acrylique, une glycéro et encore il y en a d'autres qu'on connaît moins. Concrètement, pour quelqu'un qui a un projet de peinture, c'est quoi la différence? Alors, on va dire, en général, les peintures acryliques sont des peintures à l'eau et les peintures glycéro sont des peintures au white spirit. Les deux vont avoir des avantages et des inconvénients. Les acryliques, ça sèche rapidement, ça a peu d'odeur, on a des rendus qui peuvent être un peu plus mat qu'avec des glycéros. Ça présente malgré tout moins de danger, moins d'émanation de solvants que les peintures au white spirit. Les glycéros, quant à elles, elles mettent plus longtemps à sécher. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Elles ont de très beaux tendus, elles ont de très bonnes adhérences en général. Donc la glycéro peut aussi avoir d'autres avantages, mais elle a des inconvénients. La glycéro, elle va jaunir dans le temps, quasiment systématiquement, et surtout à l'ombre. Donc pour l'intérieur, maintenant, quoi qu'il en soit, on en trouve de moins en moins parce que les odeurs sont quand même désagréables. C'est plus compliqué à nettoyer qu'une acrylique parce que ça se nettoie au white spirit et pas à l'eau. Les outils, tu veux dire? Les outils, pardon. Oui. Les outils se nettoient au white spirit et pas à l'eau, alors qu'effectivement, avec de l'eau, un peu de savon, une peinture acrylique, ça se nettoie. Les outils se nettoient tout seuls, en fait. Mais voilà. C'est moins facile d'application. Quand même, faut maîtriser un peu plus. Non, la glycéro, non. Naturellement, les glycéros garnissent mieux. C'est-à-dire qu'elles vont naturellement mieux se répartir, s'étaler sur le support, en fait. Elles vont davantage couvrir le support. Sur les acryliques, on a tendance à un petit peu plus s'étirer parce que c'est bien plus fluide, surtout quand on applique au pinceau, en fait. D'où l'importance d'avoir un outil qui soit adapté. Parce que si on utilise de mauvais rouleaux avec le mauvais produit, on a des résultats qui sont pas terribles. On n'utilise pas un rouleau méché qui est spécifique pour les glycéros avec une acrylique, sinon on a un tendu qui est pas joli du tout, ça fait du grain.
Et inversement, quand on applique une glycéro avec un rouleau à acrylique, on va avoir tendance à déposer beaucoup, à pas pouvoir travailler correctement le produit. Voilà. Ok. Et quels sont les labels ou les certifications qui garantissent aujourd'hui la qualité de vos produits ou des produits de manière générale Mmh. de peinture et de protection bois? Alors, en fait, déjà, l'entreprise, elle est certifiée ISO 9001, ISO 14001 pour, voilà, respecter un certain, cahier des charges, un certain processus pour toutes les étapes de la conception à l'après-vente du produit, en fait. Ensuite, on fait énormément de tests en interne, déjà pour formuler les produits, hein. C'est-à-dire que quand on formule, un produit, on veut qu'il soit résistant aux tâches, on fait toute une série de formules différentes et on voit lequel résiste le mieux aux tâches. Pour les, résistances aux UV, c'est la même chose. On fait plein de formules différentes en se disant: «Je vais les passer dans, ma roue UV et puis au bout de 500 heures, je vais voir quel produit est le plus, efficace, lequel m'a donné le meilleur résultat». Après, il y aura encore plein d'autres tests mais voilà. Tous ces tests sont faits déjà en interne et puis ensuite, ils sont faits en externe pour, qu'on puisse prouver et qu'un laboratoire extérieur puisse nous dire: «Oui, effectivement, les résultats Validé, que vous avez trouvés, confirme. moi, je trouve bien les mêmes. Votre produit, il est super». Mmh. On a aussi pour les consommateurs, de plus en plus, on essaye de labelliser nos produits écolabel, Mmh. qui est un des seuls ou des rares labels européens reconnus. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'écolabel, c'est qu'il repose sur 2 piliers fondamentaux. Donc, à la fois, il fait très attention à la santé et à l'environnement, donc il interdit des substances, et ça, c'est très intéressant. Mais aussi, il fait des tests de performance. Donc ça, c'est intéressant pour le consommateur, parce que quand il y a l'écolabel, ça veut dire que les 2 sont réunis. Et pour nous, on l'a dit tout à l'heure, c'est important. Ouais, le législateur considère en fait qu'un produit qui serait, sans danger, absolument sans danger, mais qui tiendrait pas du tout, en fait, il est pas du tout éco-responsable parce que s'il faut en remettre tous les 6 mois, Oui. c'est une surconsommation qui est inutile. Donc voilà pourquoi le volet, Mmh. performance est forcément inclus dans l'écolabel. Et c'est vrai que, en fait, le bien fondé, de tout notre travail, en fait, c'est aussi le fait qu'on veuille faire des produits durables, c'est une première pierre à se dire: «On veut préserver les matériaux pour longtemps», et cetera. Et les ressources. Et les ressources, voilà, ouais. Justement, on parle de plus en plus d'impact environnemental dans la déco, dans la rénovation, dans nos intérieurs aussi, puisque on vit tous au quotidien dans nos maisons. Comment V33 s'engage concrètement sur ces sujets? Concrètement, on travaille en mode éco-conception. En fait, on s'attache à étudier, nos impacts sur l'ensemble, du cycle de vie du produit. Parce que si on regardait que la formule, peut-être qu'on ajusterait un ingrédient, on ferait quelque chose qu'on pourrait penser de super vertueux, mais par exemple, enfin, je dis vraiment n'importe quoi, mais il serait, très, très compliqué à recycler. Donc non, nous, on regarde, l'amont, l'aval, et cetera, pour que quand on bouge quelque chose, eh bien, ce soit, un vrai plus et pas un plus qui cache quelque chose de moins bien derrière, en fait. Ça, c'est vraiment important pour nous, parce que, effectivement, on a des sujets, tels que préserver les matières premières, fossiles, réduire l'empreinte carbone, mais aussi, on utilise de l'eau. Donc en fait, tous ces sujets sont interdépendants. Et donc, nous, notamment sur mieux gérer l'utilisation des ressources, voilà, quand on peut, on en a parlé tout à l'heure, on essaye de substituer les matières premières d'origine pétrochimique par, des matières premières, d'origine effectivement végétale, heu, Recycler. ou recyclées effectivement, C'est quoi une résine recyclée? oui, vas-y, oui. Alors en fait, c'est un matériau qui a déjà été mis en œuvre et dont on a retraité ce matériau pour que la résine puisse être réutilisée, tout simplement. Par exemple, on a les déchets de pare-brise qui peuvent être retraités en certaines Voilà. résines. Les déchets de pare-brise. Oui, alors en fait, il faut savoir D'accord. que tout à l'heure, on a parlé un peu de biosourcé, mais c'est vrai que c'est une filière qui est toute récente et du coup, elle doit se structurer, hein, biosourcé, recyclé. Donc en fait, il y a plein d'essais, il y a des choses aussi à base de coquilles d'œufs, enfin, il y a plein d'initiatives en fait qui, dans la filière, notre filière, sont en train d'être, testées, on Créer recherche des quoi. nouvelles résines, en Oui, fait. tout à fait.
à base de nouvelles matières premières, en fait. Des nouvelles résines ou de nouvelles charges, en fait. Ça veut dire aussi, on va utiliser des charges qui sont issues du recyclage ou de chutes, par exemple, des chutes de marbre qui peuvent servir qui peuvent être transformées en poudre pour fabriquer des charges qui seront incorporées ensuite à nos peintures. Donc, on a dans la diversité des composants d'une peinture B33, plein d'ingrédients qui peuvent être remplacés par des biosourcés ou par des recyclés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour mieux gérer l'utilisation des ressources, pour réduire notre empreinte carbone. On travaille à la fois sur les formules de nos produits, en sourçant des matières qui sont fabriquées avec un impact plus faible en CO2, mais pas que. On regarde aussi l'emballage et toute son émission aussi à lui, mais aussi l'entreprise, le fret. On est par exemple labellisé Fret 21, donc c'est tout un système logistique qui permet en fait de faire du transport de nos produits jusqu'au magasin en émettant moins de CO2. Et je pense que j'en oublie des exemples comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous soucie au quotidien et qui est vraiment inscrit dans la stratégie développement durable du groupe. Et aussi, un autre pilier qui est très important pour nous, c'est veiller à la santé des habitants. On va peut-être en reparler, mais il y a des peintures aujourd'hui qui émettent moins de composés organiques volatiles, donc qui permettent aussi de réintégrer sa pièce très rapidement sans risquer pour la santé. Exactement. Et nous, ce qui est important, c'est que on a des axes fondamentaux, mais on garde toujours à l'esprit qu'on veut maintenir, ou en tout cas, on regarde beaucoup les propriétés de la peinture à performance égale et à prix accessible. Ok, puisqu'on en parle, allons-y. Les formules à faible taux de COV, donc composés organiques volatiles, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie concrètement également pour celui qui va utiliser cette peinture? Alors, pour parler des COV, on va peut-être refaire un petit rappel sur la norme qualité de l'air intérieur, le N16000. En fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est le fameux A+, A, B ou C sur les peintures. Oui. Bon, on l'a tous déjà vu. On les a déjà vus, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors en fait, cette norme N16000, elle va mesurer l'émission de 12 polluants intérieurs, dont, je sais pas moi, les aldéhydes, le toluène, les COV totaux, les solvants, etc. Donc, elle va classer, en fait, pour chacun de ces polluants, le produit en catégorie A+, A, B ou C, suivant qu'il y en a très peu qui se dégagent, A, il y en a beaucoup qui se dégagent. Si tous ces polluants, toutes ces mesures, ces 12 mesures sont en A+, le produit il est A+. Si sur ces 12 mesures, il y a 11 en A+, et 1 en B, le produit sera classé B. OK ? Et en fait, cette mesure, parce que c'est le point qui est important, cette mesure d'émission de polluants, elle est faite 28 jours après l'application du produit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu appliques chez toi, pendant les 28 premiers jours, tu peux être soumis à beaucoup de polluants de l'air intérieur, puisque finalement, au bout de 28 jours, ta peinture, elle est saine, mais elle l'était pas pendant les 28 premiers jours. Et en fait, cette faible émission de COV, elle va nous garantir que dès l'application et dès les premières heures après le séchage, le taux de COV reste faible, en fait. Ça va, et donc, la mesure qui est faite par la norme au bout de 28 jours, nous, on la respecte après quelques heures d'application. On est en dessous dès le départ, Voilà. D'accord, donc vous, c'est un objectif, c'est dans les performances, c'est un des critères. Oui. Pour les produits intérieurs. Oui, pour les produits intérieurs. Oui. On est d'accord. Et du coup, ça implique qu'on ait à attendre combien de temps entre la mise en peinture et le fait d'habiter une pièce ? Ça dépend de la peinture qu'on utilise. Oui. Mais globalement, si on utilise une peinture de finition colorissime, une peinture de finition intérieure, on peut peindre le matin et dormir dans la chambre le soir. Ça pose pas de problème. Bien sûr, faut aérer durant le séchage pour que l'eau et quelques solvants qui sont quand même nécessaires à la fabrication de la peinture acrylique s'évaporent, mais il n'y a pas de souci. En revanche, si on applique une peinture glycéro à l'intérieur, là, pour la peine, il faut, je pense, au moins attendre
une quinzaine de jours avant de réemménager dans la pièce. Parce que, Ah oui. surtout si on fait une plainte et une porte, c'est pas très grave. Ça va. On a une faible quantité qui va s'évaporer pour des clients qui se diraient tiens, je vais mettre de la clé de sirop sur mes murs, sur mes plafonds, sur mes boiseries, surtout. Là, il faut pas dormir dans la pièce pendant au moins une dizaine de jours Ouais. avant. Bon, Mais en après, même temps, c'est plus c'est très oui. d'actualité, On est bien effectivement, d'accord, d'utiliser ça la arrive. glycéro de cette façon. Oui, on a fait Ça arrive peu. voilà, on fait en sorte de proposer des produits bien plus adaptés pour ce type de C'est ça. projet. Effectivement. Oui, à tous les niveaux. Oui. Oui. Et aussi pour la santé et la réintégration des lieux. Tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure, Mathilde, de justement faire attention au cycle, à tout le cycle finalement de la conception, la fabrication, les pots, le recyclage. Vous avez mis en place des actions, oui. j'ai vu, comme Récupo, Oui. la collecte des déchets de peinture et de bois usagés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'effectivement, c'est quand même toujours une vraie tannée de savoir ce qu'on fait de son pot de peinture une fois qu'on a terminé et qu'il est encore un peu, pas plein, mais il peut en rester à l'intérieur. Oui, tu fais bien de poser la question, effectivement, parce que c'est la fin du cycle de vie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi pour nous. Donc, c'est un dispositif de collecte des pots usagés ou périmés, enfin, tous les pots, de toutes les marques, bien sûr, dans les magasins de bricolage. Donc, à l'entrée du magasin ou au rayon peinture, on peut trouver un bac dans lequel on dépose gratuitement en fait son pot, et derrière en fait il y a un organisme, c'est un éco-organisme qui va venir récupérer spécifiquement ces déchets-là. Donc en fait ça facilite le tri des déchets premièrement, ça facilite aussi la vie des utilisateurs de nos produits. Et puis derrière le but, il y a une partie des pots en métal qui sont recyclés par des ferrailleurs, il y a une autre partie des pots notamment plastiques, qui sont fabriqués pas très loin de chez nous dans l'Ain pour faire des bacs en plastique, les fameux bacs qui nous permettent de récupérer les pots de peinture. D'accord. Voilà, donc on est dans un cercle vertueux. Et après, il y a une partie qui part vers un processus de valorisation pour produire de l'électricité ou du chauffage. Donc en fait, il y a un premier tri. C'est vrai que je pense que tout le monde a déjà expérimenté la déchetterie. Et puis, quand on nous voit arriver avec des produits tels que les peintures, des colles, etc., dans les déchetteries, souvent, on n'a pas toujours été bien accueillis. Donc c'était vraiment intéressant pour, de nos jours, de trouver une vraie solution et une vraie filière de voilà. recyclage. Tout à fait. Et nous, la marque V33, elle incite en fait à faire ce geste, notamment par moment on met une petite opération en disant bah voilà, on vous offre des bons d'achat, enfin un peu sur le principe de ramener ses baskets usagées dans les magasins de sport, quoi. Voilà. Ok, c'est intéressant. Et on l'a dit, la spécificité de V33, c'est quand même d'avoir une étendue de gamme très importante. Pour tous les projets, vous avez une solution. Oui. Peinture, évidemment, mais aussi vernis, lasure, traitement du bois. Comment est-ce que... tu l'as dit, c'est un peu historique. Comment c'est né, j'imagine, c'était empirique, du coup, tout à fait. un produit après l'autre. Mais comment est-ce que vous avez organisé cette gamme? Comment est-ce qu'aujourd'hui, elle se réfléchit? Eh bien, finalement, elle se réfléchit par destination. Donc, on a l'extérieur de la maison, on a l'intérieur de la maison. Déjà, là, on a deux grandes problématiques différentes. Et par exemple, si on va à l'extérieur de la maison, on a différents matériaux. On va retrouver du bois, du métal, du béton sur les façades et puis sur des fois des balcons, des terrasses, mais aussi des terrasses en bois. Enfin, voilà. Oui. Donc, on retrouve... Voilà, tous ces matériaux, ou des mobiliers, exactement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le bois est très présent dans plein de supports différents. Et justement, sur le bois, qui est aussi un matériau qui nous est cher, on propose différentes finitions esthétiques qui vont de je veux préserver mon bois le plus brut possible, on va dire, jusqu'à je veux transformer. Et là, à ce moment-là, je mets une peinture. Donc, on a toutes les finitions possibles. Et si on veut garder le veinage du bois apparent, on peut aussi avoir des déclinaisons de coloris plus ou moins foncés, clairs. Alors, on a toute une palette de chêne clair, chêne moyen, etc. Et puis, d'autres essences de bois aussi qu'on propose pour des finitions à l'extérieur. Ce sont des lasures. Ouais.
des vernis extérieurs, mais aussi pour les terrasses, on a des saturateurs. Et puis pour les mobiliers de jardin, on a tout ce qui est huile pour les mobiliers. Donc voilà. Et après, pour les supports en métal, eh bien, on a principalement des peintures. Alors, on a aussi des petits vernis qui permettent de garder le métal aussi authentique. On aime bien le matériau autant brut et authentique que transformé. En fait, ce qu'on aime bien chez V33, c'est que le consommateur puisse s'exprimer et façonner sa maison comme il a envie. On va pas lui dire c'est ça le bon goût. Enfin, s'il a envie d'une certaine manière, c'est OK pour nous. Nous, le but, c'est de lui fournir tous les outils dont il a besoin, en tout cas toutes les réponses à la fois techniques et esthétiques pour qu'il puisse le faire comme il a envie. Et après, si on revient à l'intérieur... Mais avant que tu ne passes à l'intérieur, j'aurais une question. Comment on différencie le produit qu'on veut utiliser, enfin, entre une lasure et une peinture, par exemple, pour l'extérieur, ou... Oui, non, entre une lasure et une peinture, c'est déjà bien une bonne question, ça. C'est déjà une bonne question, parce qu'en fait, les destinations sont similaires. C'est-à-dire, quand on a une peinture bois, elle va sur des volets. On peut choisir de faire nos volets en lasure ou en peinture. La différence, elle est quand même principalement esthétique. Oui. Je choisis une lasure pour son côté transparent et je vais voir le bois. Je vais choisir une peinture plutôt pour la couleur. Je veux masquer le bois pour X raisons. C'était pas terrible en dessous. J'ai pas refait mes volets à temps. Ils sont un peu moches. Je peux mettre une peinture. Ça va cacher le côté noirci ou grisé du bois, par exemple. Après, en termes de durabilité, ça va être à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on soit sur une lasure ou sur une peinture, les durabilités sont les mêmes. En fait, on peut compter une dizaine d'années tranquille. Okay. Voilà. Donc, c'est plus une question d'esthétique, de couvrance du produit et de veinage de bois qui sera apparent ou pas. Exactement. Après, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'avec une lasure, on a quand même une simplicité d'entretien qui est inégalée, j'ai envie de dire, parce que la lasure, dans le temps, petit à petit, avec les rayons UV, qui est le principal ennemi de notre finition, la lasure, elle va fariner, donc elle va se transformer en petite poussière jusqu'à ce qu'elle ait presque disparu. Et à ce moment-là, on passe un petit coup de papier de verre, on met une nouvelle couche et tout se passe bien. Voilà. Sur une peinture, dans le temps, elle va avoir tendance à faner, etc. Donc, ce qui pourrait arriver avec une peinture, c'est aussi qu'on ait un petit peu d'écaillage. Bon, on enlève ce qui s'écaille, on égrène, puis on remet une couche aussi. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'avec une lasure. Et ça donne aussi l'opportunité de repasser à une autre couleur. C'est toujours sympa. Et on pourrait mettre, par exemple, si on se dit, bon, j'ai pas entretenu ma lasure assez tôt, c'est un peu abîmé, le bois est un peu moche en dessous, je passe en peinture et voilà. Toutes les solutions sont possibles. Okay, et pour les plus courageux qui voudraient même repasser de la peinture au bois visible, on a des produits qui permettent aussi de décaper la peinture. Après, c'est un autre travail, mais on en a pour c'est possible. Tous les projets. Chantier un peu plus important. Voilà. C'est ça. Ok. Et alors, t'allais enchaîner avec les produits de l'intérieur. Oui, alors à l'intérieur de la maison, on a différents supports. On a les murs. Bon, souvent, les murs, classiquement, ils sont en placo, en plaque de plâtre. On a les sols, donc là, il y a d'autres problématiques. On a aussi tout ce qui est mobilier fixe, qui peut être dans différents matériaux, différents types de bois, du bois massif, du bois verni, du mélaminé. Et donc... Finalement, les produits sont classés par segment. Alors, ça correspond à peu près aux rayons qu'on retrouve dans les magasins de bricolage. Mais j'avoue que ça peut vite être compliqué pour le consommateur. Mais globalement, pour les peintures, pour les murs à l'intérieur de la maison, on a des peintures blanches. Et après, on a des peintures intérieures couleurs. Et pour les pièces plus spécifiques comme la cuisine et la salle de bain, on a des peintures spéciales pour les murs de cuisine et salle de bain. Voilà. Oui. Pour les pièces humides. Exactement. Ils ont une performance un petit peu plus spécifique pour l'humidité. Et après, en fait, on a des peintures spécifiques pour tout ce qui est, par exemple, les cuisines, les meubles de cuisine, et aussi les carrelages, soit dans la cuisine ou dans la salle de bain. Même les meubles de salle de bain. Donc, ces peintures-là, elles ont été lancées en 2012. C'est une des dernières gammes qu'on a lancées parce que c'était un gros challenge de trouver des peintures. Parce que pour nous, on voulait faciliter la vie des consommateurs, des peintures qui adhèrent directement sur le support. Et donc, il y a eu un gros développement en fait sur l'adhérence. Qui plus est l'adhérence en milieu humide et qui plus est derrière, le vivre avec.
Et on sait que dans la cuisine, les tâches, les chocs, etc. Voilà, c'était tout un challenge. Voilà. Et enfin, c'est une dernière catégorie de produits dont j'ai pas parlé à l'intérieur, c'est tout ce qui concerne les bois, parce que nous, passionnés du bois, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et donc, on a toute une gamme de produits pour des meubles en bois, des teintes, des vernis, des huiles. Et pour les parquets, j'allais dire cire, mais c'est plus pour les parquets. Et c'est surtout notre gamme phare de vitrificateurs, voilà, pour les parquets à l'intérieur des maisons. Phare et historique. Donc. Historique, exactement. Okay. Très bien. Et alors, à quoi faut-il penser quand on choisit un produit pour l'extérieur par rapport à l'intérieur ? Globalement, ce sont toujours des produits très différents parce qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes en extérieur, en intérieur. En extérieur, les principales contraintes sont les intempéries, les UV, en fait, parce que c'est ce qui va endommager nos finitions à l'extérieur. À l'intérieur, ça va dépendre de la contrainte du matériau. À l'intérieur, on peut avoir des peintures qui sont uniquement décoratives. Je pense aux peintures murales pour des petits meubles décoratifs ou au plafond. Et des produits qui vont nécessiter de la résistance sur les sols, sur les meubles d'usage fréquent, une table, des meubles de cuisine, etc. Donc on fait vraiment le distinguo entre ce qui est principalement décoratif et ce qui a besoin de technicité pour être résistant, en fait. À l'extérieur, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on soit résistant aux UV, aux intempéries, parce que, à moins de devoir rentrer son salon de jardin à chaque fois qu'il pleut, on n'a pas bien le choix, en fait. D'accord. Et tu l'as dit aussi, Mathilde, vous avez développé donc une gamme importante de peintures pour la rénovation. Oui, on l'appelle comme ça, mais... Oui, mais qui porte bien son nom, effectivement. Quand on entre dans des lieux, on a une cuisine, on a une salle de bain, on n'a pas forcément le budget pour tout enlever, tout recommencer. Et donc, effectivement, comment on fait pour mettre à son goût des choses qui existent déjà. Et donc, c'est ce que vous avez développé en 2012. Tu le disais, c'est ces gammes de peinture pour la rénovation. Donc, si je veux rénover ma cuisine aujourd'hui, ou ma salle de bain, ce qui est d'ailleurs mon cas, quelle solution, donc ça va vraiment m'intéresser, quelle solution vous proposez plus en détail ? Alors, on a toute la gamme, justement, la gamme de peinture de rénovation, où on a des produits qui sont spécifiques pour les meubles de cuisine, enfin, pour la cuisine au complet d'ailleurs, pas seulement les meubles, pour la salle de bain, pour les sols, pour les baignoires, les lavabos, et pour tout type de support. Donc, on a une gamme qui est complète. Cette gamme-là, elle a été conçue justement pour la rénovation, donc elle adhère sur tout type de matériaux, du bois verni, du bois peint, du mélaminé, du stratifié, de l'inox, du PVC. De l'inox, même. Oui, ça adhère sur l'inox. Donc voilà. C'est vraiment ça qui la différencie d'une peinture classique d'ailleurs. Voilà. Ça et son tendu, parce que on va appliquer sur des surfaces qui sont extrêmement lisses en général. Quand on applique sur du stratifié, on est souvent sur des surfaces nickel, donc on a intérêt d'avoir un rendu nickel, un tendu et un grain très lisse pour avoir un résultat qui soit un peu bluffant. Et c'est le cas, en fait. On a une peinture qui se tend très très bien parce que elle contient les résines qui font bien. Ces résines qui font que la peinture se tend et adhère surtout. Et elle a un petit additif, c'est un ingrédient que le consommateur rajoute au dernier moment et lui, il favorise vraiment l'adhérence en milieu humide, en fait. Voilà. Ah oui, donc surtout dans les milieux salle de bain, là, pour le coup. Oui, mais même après, ça dépend aussi. L'environnement cuisine peut être un peu autour de l'évier, ça peut aussi... voilà. Donc, ça veut dire que demain, je veux refaire ma cuisine, je refais les meubles et le plan de travail et la crédence en carrelage. Je peux tout refaire avec le produit rénovation cuisine. C'est vrai que c'est une des solutions de rénovation finalement les moins chères du marché par rapport à toutes les autres solutions qui existent, même si ce sont des peintures, voilà, un petit peu plus onéreuses que des peintures classiques, mais oui. Et c'est des peintures qui peuvent s'appliquer
sans sous-couche? Exactement. Elles doivent s'appliquer sans sous-couche. Je vais aller un peu plus loin que ça parce que nous, on teste pas l'adhérence de nos produits sur toutes les sous-couches du marché. On n'a pas développé de sous-couche spécifique pour ce produit-là. Donc, forcément, il faut l'appliquer sans sous-couche. Mais par contre, sans sous-couche, ça veut pas dire sans préparation. C'est impératif de toujours bien nettoyer les supports pour une parfaite adhérence. Si le support est gras, la peinture adhérera pas. Donc, il faut bien lessiver. Avec des cristaux de soude, par exemple, on lessive bien, on rince. Et puis ensuite, on égrène un petit peu avec un papier abrasif fin les surfaces vernies ou les surfaces peintes. Parce qu'on peut être sur d'anciennes glycéros qui pourraient un peu nuire à l'adhérence. Donc, on égrène légèrement ces deux types de surfaces-là et le PVC. Mais sinon, sur tout le reste, faïence, mélaminée, stratifié, inox, etc. Il n'y a pas besoin d'égrenage. On applique directement la peinture après le nettoyage. Et quand tu dis donc égrenage, à quel point il faut égrener? Non, Est-ce qu'il faut pas trop. voir le... Non. L'objectif de l'égrenage, c'est simplement de rayer la surface du vernis ou de la peinture existante. Donc, simplement, on le matifie un petit peu, on crée un peu de rayures dedans. Il faut que ce soit fait avec un abrasif fin. Donc 120. Ah non, 120 c'est trop gros. Trop gros. Ouais, entre 180 et 240. Ah oui. Ouais, parce que en fait, j'ai déjà fait l'essai pour vous. Si on égrène à l'abrasif trop gros, 120 ou 150, en fait la peinture elle se tend tellement bien qu'on voit les rayures en fait. Donc moi j'ai un meuble comme ça où on voit toutes les rayures. Donc en fait il faut pas hésiter à aller vraiment sur du fin et pour pas qu'on voit les rayures. Pour pas qu'on voit les rayures de l'égrenage. Exactement. Parce que j'aurais tendance à vouloir y aller un peu fort pour me dire c'est bon, ça va bien accrocher. Tu vois. On veut pas trop faut pas trop se fatiguer non plus. Non, ça sert à rien. C'est vraiment juste rayer la surface. Et puis comme tu me le disais précédemment, l'important c'est même plus le lessivage que l'égrenage. C'est le plus important. C'est super important de bien insister sur les parties qui peuvent être grasses. Par exemple, au-dessus de la haute, par exemple, les parties qu'on touche tout le temps, près des poignets, etc., pour être sûr que ce soit bien exempt de gras, parce que la trace de gras va empêcher l'adhérence de la peinture. Ouais. Et dans la salle de bain, donc vous avez la même typologie de produits, mais vraiment plutôt adapté au milieu humide lié à la salle de bain. C'est ça. Alors en fait, autant la peinture cuisine sera très très résistante aux taches, aux graisses, aussi à l'humidité, à la chaleur. C'est important dans une cuisine. Sur les produits salle de bain, on va aussi être résistant aux taches, par exemple, de produits de soins, dentifrice, etc., de produits ménagers. On va aussi être surtout très résistant à l'humidité. Comme l'a dit très justement Mathilde, dans les produits de rénovation, on va avoir cet additif qui va venir créer une petite liaison chimique pour favoriser l'adhérence en milieu humide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire une peinture qui adhère alors qu'elle est sèche, je sais pas, sur un meuble de cuisine, sur du stratifié alors qu'elle est sèche, il n'y a pas de problème. Une peinture qui a été soumise à l'eau pendant une demi-heure ou une heure, si on vient la gratter, on l'enlève. Et on va dire l'avantage de l'additif, c'est ça, c'est de créer une liaison chimique supplémentaire qui va faire que notre peinture, elle va être hyper adhérente, même lorsqu'elle est humide. Voilà. Oui, parce que vous avez même des peintures de lavabo, de baignoire. Exactement. Si on veut rénover sa baignoire, on peut. C'est ça, une vilaine baignoire. Années 70, orange fluo, là. Voilà, ou en dégradé, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était chouette. Flammé. C'est ça. Et voilà, on peut la rénover pour que ce soit pas la tâche au milieu de toute la salle de bain rénovée, en fait. Il n'y a pas besoin de changer la baignoire. Ça, c'est quand même incroyable en termes de. C'est une transformation assez magique. Enfin, ça demande des efforts, mais. Ça demande pas de savoir-faire et d'outils particuliers. Pas de gros travaux. Voilà, pas besoin d'appeler le plombier. Je suis nulle en plomberie, je suis bien meilleure en peinture. Et d'ailleurs, il y en a une qui va même, une peinture qui va même encore plus loin. Elle permet potentiellement de remplacer le carrelage dans la douche. Donc, admettons un projet de maison neuve. Le carrelage n'est pas installé dans la douche. On a une peinture mur de douche. Si on la met, elle crée cet effet liner et en fait, on n'a pas besoin de mettre de carrelage. Donc là, on va très loin en fait dans la proposition. C'est un petit peu plus confidentiel au niveau des projets. Et également, on a le même principe dans la cuisine. On peut aussi avoir une peinture qui peut remplacer une crédence dans la cuisine. Voilà. On a été jusqu'au bout des possibilités. D'accord.
Et donc on n'en a pas parlé là, mais sur les carrelages aussi, carrelage Ah de oui. sol. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, moi, c'est quand même quelque chose qu'on a quand même toujours, on redoute un peu quand même de Oui. mettre une peinture sur un carrelage ou sur un lavabo aussi, soit dit en passant, mais sur la question de la durabilité. Là, on est entre nous. Vous pouvez me dire, alors, Ouais. qu'est-ce qu'il en est? Alors, la vérité, c'est que effectivement, les peintures carrelage, dans la mesure où on nettoie bien son carrelage, où on le prépare bien avant, tiennent super bien. Mais l'autre vérité, c'est que caillou contre peinture, ça reste le caillou qui gagne. Ça veut dire que sur des pièces qui donnent directement sur l'extérieur, faut prévoir de mettre des tapis comme si on avait, j'ai envie de dire, un parquet vitrifié dans une pièce. Quand on a du bois dans une entrée, si on met pas de tapis pour récupérer, le sable et les cailloux et cetera dans l'entrée, rapidement ça raye et le début du couloir est toujours, bien abîmé. C'est ce qui se passerait avec une peinture, en fait. Donc attention, voilà, si on prévoit de peindre un sol qui va directement sur l'extérieur, bien prévoir des tapis pour, récupérer les cailloux et cetera. Par contre, surtout les appartements, les pièces intérieures et cetera, c'est parfait, c'est hyper durable, en fait. Oui, ça dépend vraiment de la typologie de la pièce, Exactement. sa façon d'habiter aussi les espaces, quoi. Enfin, si on est tout le temps en chaussons ou si on est tout le temps en chaussures, si on a des animaux de compagnie peut-être, ce genre de choses. Moi, je vais peut-être sortir de mon rôle, mais à titre personnel, en fait, au mois d'août l'année dernière, on a repeint un couloir. Bon, on s'était dit, le sol était tellement moche que de toute façon, on y va. On croit à nos produits, mais moi, je l'avais jamais fait vraiment en vrai. Et là, du coup, on s'est dit, on y va, on verra bien. Et en fait, au fil du temps, là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas de peinture en fait. Vraiment, la peinture a fusionné avec le carrelage. C'est hyper dur. Je suis hyper contente. Et après, c'est vrai que un jour, j'ai glissé sur une fermeture éclair d'un habit qui était par terre. Là, la fermeture éclair, c'est un peu comme caillou contre peinture. Oui, ça marque. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, c'est bluffant et c'est hyper agréable à lessiver aussi parce que même dans la cuisine, on fait des tâches, elles s'enlèvent très très bien. Donc on a à la fois une peinture résistante et qui se lave très bien. Moi-même, en fait, même si on me dit c'est formidable et tout, si j'avais pas eu cette expérience-là, je pourrais pas en parler aussi bien. Et j'avoue que finalement, je suis pas sûre que on fasse Vous autrement devriez sur ce changer. sol. Ouais. Ouais, mais en fait, moi, j'ai tout fait en réno chez moi, ma cuisine, ma salle de bain, mes portes, mes plinthes, tout est fait en gamme réno, réno cuisine, réno salle de bain et cetera. Et je suis hyper Bon, on contente. est fan de nous même. Ouais, exactement. Non, mais Tu peux après, attester Non, mais sur l'honneur, pour le coup, c'est puisque tu le hyper vis important tous de les les jours. essayer soi-même, les produits, parce Oui. qu'il y a rien qui est plus parlant que de se dire bon voilà, je viens de me faire toute ma salle de bain, c'est magnifique. Alors dans ma salle de bain, non, si j'ai découvert une trappe de visite sous ma baignoire qui avait été refermée avec un joint silicone. Attention, le silicone est le pire ennemi de la peinture. Le silicone, en fait, dès qu'il y a le moindre grain de silicone quelque part, ça fait du reflux. C'est-à-dire que la peinture, au départ, elle est bien. Au bout de quelques secondes, elle s'écarte et Oui, tout. je vois Donc, bien. voilà, c'est là que j'ai découvert la trappe. Ouais, j'ai bien renettoyé avec des cristaux de soude et puis le côté vert de l'éponge. J'ai repassé une couche, il n'y paraissait plus et c'était parfait, quoi. Non, Ah c'est oui. chouette. Ouais. Faut enlever ce qui est sur le carrelage, c'est tout. Voilà. D'accord. Mais c'était la belle découverte. J'ai enfin trouvé la trappe de visite. Mais alors je dérive un peu, mais ça me fait penser parce qu'effectivement moi aussi j'ai appliqué votre peinture sur un sol, mais qui était votre peinture sol sur parquet. Mmh. Et récemment, effectivement, un peu dans le même esprit, ce week-end, je sais plus, je vois mon conjoint qui manipule l'armoire de mon fils dans leur chambre justement, puis qu'il y allait de droite, de gauche, et là je lui fais oh, attention, fais attention au parquet. Et là il me fait oups. Et on regarde, pas une rayure. Oui, tout va bien. On était Alléluia. quand même assez bluffés de se dire finalement non, on peut y aller, pas de souci. C'est chouette. Je suis hyper contente. Oui. Est-ce qu'il y a des gammes plus déco avec des effets parce qu'effectivement on en voit passer un peu partout des peintures à effet. Qu'est-ce que vous auriez à proposer vous qui sortent un peu de l'ordinaire? Alors, moi, je vais juste commencer, puis Fanny complétera. En fait, nous, on conçoit des produits pour qu'ils soient tout le temps déco.
À la base, il faut que ce soit tout le temps joli. Mais après, oui, il existe des choses plus spécifiques et puis. Non, alors en fait, si on parle vraiment d'effets décoratifs, c'est-à-dire, je veux un truc un peu, on a quelques produits dans les gammes. En fait, on a une gamme d'effets métal en fait redonne l'effet du métal rouillé ou de la fonte de la fonte travaillée, etc. On a aussi des effets métal dans un peu toutes les gammes. Par exemple, dans la gamme rénovation, on a un coloris inox pour donner. Justement, quand on veut refaire son plan de travail Ouais, alors j'ai un super truc et astuce que j'ai fait chez moi en fait parce que je trouvais ça chouette. J'ai mis en fait un gris un peu moyen sur une planche. Je me suis fait un lustre avec. Et en fait, je suis venue travailler après le coloris inox à la brosse, au pinceau en fait. Comme ça m'a fait comme un acier brossé et je me suis fait une super lampe avec ça. J'ai fait des trous pour avoir des ampoules qui sortent. C'était super sympa. Mais voilà, ça donne l'occasion, si on est un petit peu créatif, de donner. Mais on n'a rien qui soit Non. spécifiquement fait pour créer des effets comme ce qu'on pourrait avoir dans une autre marque du groupe qui est Libéron, par exemple. Pour les meubles et objets, c'est vrai que Libéron propose des effets très intéressants, mais nous, V33, on fait déjà beaucoup de produits pour toute la maison et on est vraiment sur des finitions esthétiques classiques. Classique, oui. Voilà. Mais pour tous les besoins. Oui, pour et tous puis à les projets. l'intérieur, on propose du mat, du satin, du velours. C'est vrai qu'on n'a pas Oui. trop parlé des aspects, mais là aussi, on a des variations du coup de réponses esthétiques qui peuvent aussi répondre à toutes les envies déco, j'ai envie de dire. Et alors, quel produit V33 vous semble encore trop méconnu du grand public alors qu'il est génial, selon vous? Si tu veux connaître la réponse à cette question intrigante, je te donne rendez-vous dans la deuxième partie. C'est dans l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.